Bonsoir, bienvenue sur les vidéos de Jules CIS, les vidéos où on part des faits avant de conclure. Permettez-moi de me présenter, je suis Jules CIS, c'est un nom de plume, et mon travail est d'essayer de vous fournir la meilleure information possible. On va aborder ce soir un sujet complexe, la propagande de guerre. Et à partir de là, on va essayer de traiter le sujet du début à la fin pour voir comment on peut s'y adresser au mieux. Alors, mon premier travail, c'est d'écrire. Pourquoi j'écris? Pour élaborer une doctrine, pour rappeler certaines vérités, et aussi pour échapper à l'émotion. D'accord? Et c'est très important, notamment dans les concepts poétiques, parce que l'on est confronté à une situation difficile, surtout aujourd'hui où l'émotion a remplacé le mode de fonctionnement standard et quelque chose d'acceptable. Voilà, on est aujourd'hui rentré dans un monde où le politique n'ayant pas de réponse à apporter dans les domaines socio-économiques, il se réfugie dans l'émotion, la culpabilisation et probablement des comportements assez malsains, notamment lorsqu'on aborde des sujets comme la propagande de guerre. J'ai traité le sujet de la propagande de guerre dans un roman qui s'appelle L'Ambassadeur, qui permet de revoir la propagande de guerre et de s'en abstraire. D'accord? Donc l'ambassadeur, on est dans un monde futur, l'humanité a colonisé des centaines de milliers de mondes, et deux puissances sont en opposition. L'ambassadeur vient demander à un monde de se rendre au nom des grands principes et des grands sentiments que développe l'empire auquel il appartient, et qui donc se permet de porter un jugement moral sur le monde auquel il s'adresse. En face, le duc va l'affronter dans un duel d'intelligence pour essayer de confronter et de résister à la puissance de l'Empire. Face à ça, les forces impériales qui attendent dans l'espace, l'officier en charge de la force a embarqué deux civils, et l'un des civils, Chloé, est une éducatrice pacifiste qui refuse la guerre. Et donc, l'une des grandes parties du roman, au-delà de la confrontation sur Bessala entre l'ambassadeur et le duc, c'est la confrontation entre Chloé et le Commodore. On a donc deux actions qui s'enchevêtrent, qui se superposent et qui permettent de, on va dire, s'affronter et de confronter à la fois dans le monde concret, vous me pardonnerez le terme de concret qui est un peu peut-être abusif dans ce cas, mais qui permet le monde concret, vous le voyez bien, c'est un monde qui a ses limites. On est dans un monde théorique, mais qui permet de voir les actions et la théorie. Et c'était le but de l'ambassadeur. Alors pourquoi l'aborder dans de la SF et pas dans un livre comme auraient pu le faire d'autres auteurs? D'abord parce que d'autres auteurs universitaires ont peut-être plus la compétence d'aller au fin fond des choses, mais surtout parce que je pense que l'univers de la science-fiction, par son improbabilité, puisqu'on sait que quel que soit le scénario qu'on fait, on s'approchera plus ou moins de la réalité, mais il n'y aura jamais cette réalité-là qui est décrite. Ça permet de s'extraire de l'émotion. L'histoire permet aussi d'absorber les concepts poétiques, de les mettre en valeur et donc, comme je l'ai dit, de les illustrer. Ce sont deux éléments importants. Ça permet de sortir des discussions bloquées que nos médias aiment à organiser, où on est pour ou on est contre. C'est très bien, hein, le non, si, non, si, non, si. Bon, ça marchait très bien dans la cour de récréation. J'espère que vous êtes bien amusés quand vous étiez en école maternelle avec ça. Mais bon, nous avons vocation à être des adultes, et comme adultes, à avoir une vision différente des choses. Alors, on va commencer par l'origine de la propagande de guerre. Alors moi, je la fais remonter. Les universitaires pourront, oui ou non, soutenir cette vision à la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, on avait les écorcheurs, les grandes compagnies qui ravageaient les campagnes. Et donc les écorcheurs pillaient, tuaient, violaient moult pucelles et femmes mariées, disait-on. Bon, leur ravage, leur brigandage ont inspiré la haine de l'anglais. Alors attention, je voudrais bien qu'on soit clair.
Oui, les écorcheurs, les grandes compagnies ravageaient la vie civile, il n'y a aucun doute. Après, la monarchie française a su mettre en valeur les crimes des écorcheurs. Il faut bien comprendre que c'était, alors je fais remonter la propagande de guerre à la guerre de Cent Ans, mais la monarchie française se servait des guerres extérieures depuis longtemps déjà pour augmenter ses revenus, ses impôts, pour faire accepter le roi. D'accord. Depuis le début, la monarchie française s'est entourée de légistes, de poètes, de gens qui racontaient ses brillants achèvements, ses réalisations, qui la mettaient en valeur pour créer un mythe. Et ce roman national, déjà à l'époque, commence à prendre à l'époque. Et la guerre de Cent Ans va constituer, vous me permettrez le terme, un, un stress évolutionnel qui va permettre à ce mythe de prendre toute son ampleur. Donc la guerre de Cent Ans, c'est le premier exemple, à ma connaissance, encore une fois, je ne prétends parler que de mes connaissances, je peux me tromper, je suis un humain, je vous prie de me pardonner. La guerre de Cent Ans est le premier exemple de propagande de guerre bien réussie, où ça a permis au roi d'obtenir les moyens militaires nécessaires pour gagner la guerre. Le roi, avec les moyens, le support qu'il avait avant-guerre, ne gagnait pas face aux Anglais. Le roi gagne grâce à la propagande de guerre. Alors attention, la propagande de guerre, ça doit s'appuyer sur des réalités. Le roi n'aurait jamais pu assimiler, amalgamer les grandes compagnies avec les Anglais si les Anglais n'avaient pas prêté le flanc. Les Anglais ont prêté le flanc comment? Avec les chevauchés. Si vous connaissez la guerre de Cent Ans, vous savez que les Anglais partaient avec une armée, ravageaient 25-30 km de part et d'autre de leur chemin, et ils ravageaient tout le terrain. Vous voyez, on est très proche des grandes compagnies. Et ils faisaient ça pourquoi? Pour forcer l'armée française à leur courir dessus et à attaquer leurs armées pour les pour affronter, sachant que les Anglais avaient estimé avoir et avaient systématiquement un avantage tactique parce que contre les Écossais, ils avaient amélioré leur tactique d'archer. D'accord. Bon, est-ce que c'était la bonne manière de le traiter? Est-ce que le roi de France n'aurait pas dû encercler les armées anglaises, se retrancher lui aussi sur la défensive? Il se trouve que le roi de France n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu le faire, n'a pas réussi à le faire peut-être, parce qu'il tenait mal son armée. Bon. La Patay sera une victoire où l'armée française réussira à prendre l'armée anglaise au piège avant qu'elle n'ait eu le temps de se former en défense. Donc vous voyez que, bon, tout est relatif. Pourquoi l'armée française n'a pas réussi à faire ça dès le début? Bon, bonne question, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la tactique anglaise a permis l'assimilation des Anglais aux grandes compagnies, alors que les grandes compagnies étaient composées de routiers venus de toute l'Europe, et notamment d'une bonne dose de routiers français, et qu'une large partie des grandes compagnies avaient été employées par le roi de France, qui les soldait durant la guerre. Donc c'était autant des soldats anglais que des soldats français, souvent même plus des soldats français que des soldats anglais. Mais c'est la tactique anglaise, le choix assumé par les commandants anglais, qui a permis, ce choix assumé par les commandants anglais, a permis de leur insuffler la propagande de guerre et la responsabilité de la propagande de guerre. La responsabilité des crimes des grandes compagnies. Donc voilà, les Anglais ont assumé cela. Alors, deuxième chose, puisque nous sommes en train de parler de propagande de guerre, j'aimerais qu'on sache revenir quand même fondamentaux. Notre époque, vous me permettrez, est tellement lamentable, désastreuse. Donc je rappelle quand même que à M. Titelman, à M. Yakovlev, à M. Pain, à tous ces gens-là qui ont uniquement extrême droite, poutinolâtre et autres à la bouche, qu'il existe une encyclopédie Britannica avec les noms d'oiseaux et de reptiles. D'accord. Sinon, essayez de vous mettre au niveau de Chateaubriand. Économisons notre mépris, il y a tellement de nécessiteux. Bon, la France était le pays de la conversation. La France était le pays de la bienséance et du bien-être, où l'on savait s'envoyer joyeusement des orions à la tête. Bon, messieurs, s'il vous plaît, faites un effort. D'accord. Là aussi, je veux bien qu'on fasse de la propagande de guerre, je veux bien que l'on soit
à dire, point 10, l'ennemi fait de la propagande, nous faisons de l'information, oui, d'accord, votre bien-pensance vous tient lieu de passeport vers le rien et le néant. Mais excusez-moi, messieurs, essayez au moins d'avoir le niveau. Je m'en excuse très profondément si ça choque. Bon, ça c'était un petit point, c'était pour rappeler un peu les règles du jeu. On va essayer, nous, de se mettre à niveau. Alors, justement, on va rentrer les mobiles de la guerre. La propagande de guerre n'existe que parce que la guerre existe. Oui, c'est bête et méchant, mais tellement utile. Donc, on a... Le problème, c'est pourquoi la guerre existe-t-elle? Eh ben, on va essayer de répondre. Alors là, je vous ai mis les arguments d'individus qui ont remplacé la réflexion par la morale. C'est très bien, ça les occupe. Si, il y a des gens pour dire ces choses-là. Hein. Je vous assure, s'il n'y avait pas de soldats et il n'y aurait pas de guerre, je l'ai entendu, ça avait énervé un certain Code Reno. Quand il l'a entendu, il en a fait une vidéo. Bon, le pauvre. Oui, évidemment. S'il n'y avait pas de soldats, il n'y aurait pas de guerre. Eh ben non, désolé. S'il n'y avait pas de soldats, il y aurait des guerres et on inventera les soldats. On s'est entretués avant d'avoir des soldats. J'en suis profondément désolé, mais c'est une réalité. Tous les hommes dans les tribus nomades étaient chasseurs, éleveurs souvent, quand on passait à l'élevage, et tous participaient aux opérations de combat. Je rappelle que pour tuer quelqu'un, il suffit d'une pierre. D'accord? On trouve des pierres. Il n'y a pas besoin d'être un soldat qui a suivi des années et des années d'entraînement pour trouver une pierre. Alors, deuxième réponse, toujours pareil, on est dans la morale publique. Non, pas les filles publiques, la morale publique. D'accord? Parce que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Oui, bien sûr, l'homme est mauvais. L'homme est une créature qui a été conçue dans la savane pour survivre face à des prédateurs comme les lions, les tigres. Bon, ça ne prépare pas à ignorer l'existence de la violence. Je suis désolé, si vous voulez un homme sans violence, il va falloir changer les chromosomes. Bon, et mon garagiste ne fait pas ce service, ne rend pas ce service-là. Si, je lui ai demandé, hein, vous me faites un changement de chromosome pour m'enlever la violence? Il avait l'air de dire que non, il savait changer le carburateur, les pneus, les freins, la voiture, mais mes chromosomes pour me rendre non violent, il ne savait pas faire. Bon. Et parce que les hommes sont fascinés par les armes. Parce que les mâles sont fascinés par les armes. Bon, ça c'est argument féministe. Je vous rassure, les femmes peuvent aussi être fascinées par les armes. Et de toute façon, bon, c'est pas pour ça qu'on fait des guerres. D'accord? On fait des guerres parce qu'on a des heurts, parce qu'on a des chocs. On va essayer de trouver quand même des arguments un peu moins, imprégnés de moraline. D'accord? Je sais que c'est la grande mode de notre époque, mais excusez-moi, la chantilly sur les glaces, j'apprécie. Sur l'Apfelstrudel, je suis très tolérant. La moraline sur un discours, non. Malheureusement, désolé, j'en fais de la très mauvaise cuisine. Alors, on va passer au comble. Les arguments cyniques. Au moins là, on va s'amuser un peu, on va faire des choses plus sympathiques. La guerre permet de détourner l'attention du peuple. Oui, quand vous êtes dans une optique de guerre sociale entre votre peuple et son élite, la guerre permet de détourner l'attention du peuple. Permettez-moi de confirmer, ça marche très bien. Elle permet de souder la nation et d'éviter la question sociale. Alors là-dessus, il y a des passages magnifiques de Marx que je vous incite sur la sur la guerre de 1870. Marx présente Adolphe Thiers et son gouvernement comme un gouvernement de défection nationale qui utilise la défense nationale comme un prétexte pour légitimer son pouvoir. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, mon pseudo Jules Seyès vient notamment des gouvernements des Jules qui ont largement décidé de faire une guerre inefficace contre les Allemands et de la perdre pour délégitimer la République sociale. Parce que c'était ça l'enjeu de 1870. Il valait mieux perdre face aux Allemands que de laisser passer la République sociale et laisser le peuple gagner face aux Allemands. Et puis, toujours dans 1870, vous me permettrez, j'adore cette période, surtout les vacheries qui ont été faites à cette époque, ça permet à certains de s'enrichir sur le dos de l'État. Alors Marx, là encore, disait de Jules Ferry, avocat sans le sou avant le 4 septembre, réussit comme maire de Paris pendant le siège à tirer par escroquerie une fortune de la famine. Le jour où il aurait à rendre compte de sa mauvaise administration sera aussi celui de sa condamnation. Alors on peut s'enrichir sur la cherté des vivres, on peut s'enrichir sur les ventes d'armes à l'État,
On peut s'enrichir sur plein de choses, d'accord, les marchands de canons. Alors, je voudrais quand même rappeler une petite histoire. Le terme de marchand de canon vient de la famille Schneider. Pour le coup, les Schneider n'étaient pas attaquables. Je précise. Les Schneider ont conçu, après 1870, un atelier d'artillerie, à la demande du président du conseil de l'époque pour permettre le réarmement d'armées françaises. Cet atelier vivotait, bon an, mal an. Il ne leur a pas fait gagner de l'argent, ils gagnaient plus avec leurs activités civiles. Simplement en 1914, là ça n'a plus été la même. Les Schneider, ils ont... En 1914, les Schneider, ils ont produit des masses et des masses d'artillerie, ils avaient un des rares ateliers d'artillerie disponibles, ils l'ont étendu comme pas possible et ils ont gagné des sommes folles. Il y a aussi l'histoire de Citroën au quai de Javel, où André Citroën s'est fait payer son usine par l'État français, et l'État français a permis à André Citroën de monter sa fortune. Bon, il l'a pas gardé longtemps, je vous rassure, il a fait faillite après. Alors maintenant, on va essayer de venir à des... Tout ça, bon, vous voyez que c'est des arguments assez attaquables. On va essayer de venir à des choses qui justifient plus la guerre. La guerre est un état permanent que l'humanité connaît depuis, je dirais, les débuts de l'histoire. Mais bon, vous vous souvenez tous de la guerre du feu. On n'avait pas attendu l'histoire pour commencer à s'entretuer. Donc on va essayer de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, intrinsèque à l'État. Alors, l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Donc il est le seul à pouvoir frapper sa population. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non, on ne va pas piller chez ses voisins, on ne va pas voler ses voisins, on ne va pas imposer ses désirs à ses voisins, d'accord ? Non, vous n'avez pas le droit de violer votre voisine, même si elle est charmante, j'en suis certain. Vous lui donnez mon numéro. Vous lui donnez mon numéro de téléphone, à défaut de pouvoir lui donner le vôtre. Mais bon, blague à part, non, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, on n'a pas le droit de recourir à la violence pour imposer ses envies. Ensuite, ça veut dire que le corollaire, c'est que c'est l'État qui doit vous protéger. Si l'État ne veut pas que les citoyens se fassent justice eux-mêmes, l'État doit les protéger. Il doit les protéger des pillards, il doit les protéger des puissances étrangères. Ça veut dire une police et une armée. D'accord ? Je rappelle qu'il est toujours plus facile d'aller chercher chez les autres que de fabriquer soi-même. Si, je vous assure, voler une voiture prend moins de temps que de la construire. On a fait les calculs, voler une voiture ça prend 10 minutes, construire une voiture ça prend un peu plus de temps. Croyez-moi, ça fait 20 ans que je fais de l'automobile. Bon. La guerre est donc une défense de son monopole. Et d'ailleurs, Montesquieu le reconnaîtra, le droit de faire la guerre pour sa propre conservation. Bon, ce qui est au passage, vous noterez l'État et pas le peuple. D'accord ? L'État fait la guerre pour sa propre conservation, pas pour la conservation du peuple. Mais ça, il faudra qu'on reparle des rapports de l'État et du peuple un autre jour. Le problème, c'est que, ce faisant, l'État conduit à des limites. Parce que la sécurité de l'État passe aussi par empêcher les autres États de lui nuire. Et à toutes les époques, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, par exemple, on a un immense problème avec les missiles. Parce que vous pouvez baser des missiles chez vous et menacer votre voisin. Oui, je sais, c'est horrible, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème qui impose de savoir faire preuve de diplomatie. Parce que on n'a plus de sécurité totale. Aujourd'hui, il est possible de frapper les populations. D'accord ? Je rappelle que la doctrine de la MAD, la Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée, repose sur une chose, le fait que l'on puisse s'entretuer et qu'on soit sûr que l'autre ne survivra pas. Donc, c'est la vulnérabilité des deux camps, la vulnérabilité acceptée, qui fait qu'il n'y a pas de guerre. Assez complexe comme équilibre. D'accord ? On est très loin des ceintures de forteresse de Louis XIV, où on protégeait les populations derrière ces lignes de forteresse et où l'ennemi ne pouvait pas passer les lignes de forteresse. Bon, par contre, le problème d'une ligne de forteresse, c'est que pour protéger la forteresse, le meilleur moyen de protéger la forteresse, c'est de prendre la forteresse de la première ligne adverse et de s'en servir comme glacis défensif. Ce qui fait que vous aviez des guerres permanentes pour des gains mineurs. D'accord ? C'est ce qu'on a appelé les guerres en dentelle. D'accord ? Je rappelle pour ceux qui aiment bien les guerres en dentelle, ou qui ne les aiment pas d'ailleurs,
que ça a été un mode de régulation et que finalement, oui, les guerres tuaient des soldats, mais elles faisaient moins de guerres civiles. Depuis, on a eu les guerres contre par exemple, la Seconde Guerre mondiale ou l'aviation. On passait au-dessus des frontières et on avait des vulnérabilités importantes et on pouvait écraser des populations, on pouvait écraser des pays entiers en quelques heures de bombardement. Donc c'est là qu'est la subtilité de notre époque à limiter la guerre parce qu'elle a des armes qui permettent de se détruire et qui font qu'on ne survit pas. Donc elle fait de la guerre une option peu praticable. Donc c'est là-dessus. Je rappelle la bonne vieille phrase du Foreign Office. Nous envoyons des gens vieux parler ensemble pour éviter que des jeunes ne s'entretuent. Bon, permettez-moi de vous le rappeler. C'est un peu la vocation et ça va nous poser la question de la responsabilité de la guerre. D'accord ? Alors, je suis un grand fanatique de cette citation. Le véritable auteur de la guerre n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. Il paraît qu'il n'y avait pas de Montesquieu. Bon. Alors, on a des fact-checkers extrêmement brillants qui s'occupent de ça. Je ne voudrais surtout pas leur couper l'herbe sur le pied. Ils sont amusés, ils l'ont retrouvé, ils le relient à un certain Mignet. Bon, Napoléon III l'avait imputé à Montesquieu, paraît-il à tort. Débat intéressant, vous m'excuserez, je vais leur abandonner le champ. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les États doivent s'organiser pour avoir le moins besoin possible de recourir à la guerre. Le moins besoin possible de s'entretuer, le moins besoin possible de se sauter à la gorge. Et là est peut-être la chose. On ne peut pas toujours l'éviter. Mais combien de guerres a-t-on fait qu'on aurait pu éviter ? Encore une fois, rappelez-vous, la guerre sociale, la guerre entre États permet de régler des problèmes internes. La guerre pour s'enrichir. Là encore, combien de gouvernements ont jugé que finalement le pillage était quand même une manière bien plus rapide de régler les problèmes que de l'éviter. Bon, toutes ces choses-là, malheureusement, on a beaucoup de guerres parasites. D'accord ? C'est une réflexion. La guerre faite dans un objectif égoïste, je dirais, voilà, prend une part très importante. Et donc, ça pose la question du rôle des hommes d'État. Et là aussi, beaucoup se sont fait une stature d'homme d'État juste parce qu'ils ont fait des guerres. D'accord ? La légende d'Alexandre. Est-ce que c'est d'avoir été un grand gagneur de bataille, ou est-ce que c'est d'avoir su faire la fusion de la civilisation grecque et de la civilisation babylonienne aux Perses. Pour le coup, c'était les Perses. Voilà. Donc, on peut peut-être trouver autre chose, d'autres modes de raisonnement. D'un autre côté, il faut bien se rappeler une chose. Tant qu'on aura des États, on aura des guerres. On ne pourra pas l'éviter. Tant qu'on aura des... Parce que le jour où on n'aura qu'un État, un gouvernement mondial, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas d'équilibre. Vous n'aurez pas de solution et un gouvernement mondial sera la pire des tyrannies. Parce qu'il n'aura pas de contre-pouvoir. La guerre permet aussi une sélection darwinienne des États. Un État qui n'est pas capable de se veiller à sa population ou qui veille trop mal à sa population se retrouve affaibli. Ça a été le rôle des guerres d'opium en Chine. Les guerres d'opium n'ont réussi que parce que l'État chinois avait d'énormes problèmes et n'arrivait pas à les résoudre. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et vous avoir donné envie d'approfondir. Je vous rappelle, vous pouvez lire l'ambassadeur qui vous permettra d'approfondir le sujet. N'hésitez pas aussi à offrir. Vous verrez, en plus il est gratuit. Il est en fichier EPUB, donc tout le monde a, je l'espère, un téléphone ou une liseuse. Donc n'hésitez pas, au lieu de vous obstiner et de faire votre propre guerre privée avec la tante ou l'oncle qui veut rien entendre et qui est en adoration devant Titelman, mettez-lui de saines lectures dans les mains. Et puis au moins, vous avez peut-être une chance d'ouvrir un coin dans sa réflexion et de l'amener à réfléchir. Voilà, je vous en prie, bonne soirée.